Bonjour à tous, bonjour Charlie. Bonjour Lucille. Merci d'être là aujourd'hui. On se retrouve pour cette dernière journée du sommet. On n'est pas que des parents. On est aujourd'hui sur la journée couple et communication. Et on va parler avec toi de comment accorder et harmoniser nos relations et nos choix éducatifs. Alors pourquoi ce sujet? C'est vrai que j'ai régulièrement des mamans, parce que oui, je vois plus de femmes que d'hommes, qui me disent que c'est pas facile de se mettre d'accord au sens large avec le papa sur les principes éducatifs et puis sur toute la vie familiale. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec toi. Je vais te laisser la main pour te présenter et après on ira directement dans le vif du sujet. Ok. Déjà, je vais commencer par te remercier quand même, Lucille. Merci pour l'accueil et la confiance dans ce sommet. Je suis très, très heureuse de partager ce moment avec toi et avec les participants de ce sommet. Et donc, du coup, je m'appelle Charlie Genestou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis formatrice en gouvernance partagée, en intelligence collective et en dynamique relationnelle. Et je suis la fondatrice de la Familicratie, qui est une méthode qui accompagne les parents à s'interroger sur ce que veut dire faire famille. Parce que faire famille, c'est déjà faire communauté et c'est une manière pour moi d'aller accompagner les enfants à faire société demain. Voilà. Et donc, tout le contenu de ce qui va être dit aujourd'hui par rapport au couple est issu de cette approche qui est la Familicratie. Super jolie phrase, cette faire famille pour accompagner les enfants à faire demain, à faire société. À faire société demain. Ouais. Aujourd'hui, donc, on va évoquer, donc, comme on disait, comment s'accorder, comment être harmonieux au niveau de notre relation pour la partie choix éducatif. Donc, pour toi, quand on parle de cette harmonisation, de quoi on parle et quelle est la place du couple et de la société et de la famille dans cette société aujourd'hui qui quand même, on le disait avec Pascal juste avant, est en profond changement. Enfin, ne serait-ce que la place du père, elle évolue chaque jour un peu plus. À toi de jouer. Alors, on va parler forcément de la relation de couple, bien évidemment. On va l'aborder sous deux aspects, qui est le couple conjugal et le couple parental. Parce qu'il y a ce passage, effectivement, à la parentalité. On a été deux, puis arrive un bébé, et donc va se construire la vie de famille. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de promesse pour vivre une vie de couple parfaitement heureuse ni rien, mais c'est au contraire, c'est comment on va faire quand il y a des tensions qui émergent. C'est ça le plus important pour construire la résilience en couple, quoi. Il faut savoir déjà que le couple n'est pas une injonction, ce n'est pas une obligation pour être heureux dans la vie par rapport au bonheur. C'est comme quand on est en couple, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour être un couple heureux et épanoui. Il faut vraiment se sentir libre d'être en couple. Ça doit être vraiment un choix et non pas un besoin. Ça, pour moi, c'est primordial pour construire ce bonheur à deux. Il est vrai que dans ce qu'on observe, on a l'impression qu'à chaque rupture, on va retomber dans une espèce de jungle du célibat. Et donc, il y a le regard de la société qui émerge sur cet éternel célibataire, souvent qu'on imagine effectivement pas heureux, alors que le célibat peut être un choix. Et souvent, on l'associe au fait qu'il a un problème, il y a peut-être un trouble ou un trauma qui fait qu'il ne veut pas être avec les autres. Il y a aussi l'émergence du modèle parental. Bon, bref. Et en réalité, aujourd'hui, il y a plein de choses qui émergent. Vraiment, tous les modèles, on a une espèce de liberté aujourd'hui parce qu'effectivement, on est en mutation, en transition. Et du coup, aujourd'hui, il y a une libération des mœurs qui fait qu'aujourd'hui, tous les modèles un peu émergent et se réinventent, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, à travers cette conférence, ce qui m'importe, c'est de vous accompagner à mettre de la conscience sur ce qu'est le couple pour vous dans vos représentations individuelles, de vous expliquer un peu aussi ce qu'est le couple dans les représentations collectives, comprendre la raison d'être aussi des conflits, des tensions dans le couple qui souvent nous malmènent et nous rebutent aussi des fois à faire vie à deux. On va essayer de voir effectivement comment on peut traverser les conflits pour faire grandir ce couple et comment on peut prendre soin de sa relation à travers ce que je vais appeler l'hygiène relationnelle qui va nous permettre de nous préserver de tous les défis qui nous attendent, quoi. Et donc, en introduction, ce que j'ai envie de vous amener, c'est à vous poser la question déjà de pourquoi on veut être en couple en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous faire couple? Quand je dis faire couple, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que je projette dans ce couple, à quoi j'ai envie qu'il ressemble, est-ce que l'imaginaire que j'en m'en faisais est loin de la réalité de ce que je vis, parce que souvent il y a un écart qui va créer une tension entre le fantasme que j'avais de ma vie de couple et ce que je vis aujourd'hui. Et donc effectivement en 2023 en France, qu'est-ce que c'est faire couple dans une société effectivement qui se réinvente? Et quel est le sens que l'on peut trouver effectivement dans la vie à deux, parce qu'on peut aussi se satisfaire seul, mais effectivement il y a cette pression et en même temps cette envie de vouloir être à deux absolument, et on se rend compte que c'est pas si simple.
Donc, aller questionner souvent les besoins aussi de ce qu'il y a ou les envies cachées. Est-ce qu'à travers le couple, on cherche de la sécurité, de la tendresse, de la protection? Est-ce qu'il y a des attentes par rapport à ça? Ou est-ce que aussi, je vois des gens qui refusent d'être en couple parce que le couple leur envoie des images plutôt négatives qui peuvent être, c'est plutôt un peu une prison où on a des obligations, des devoirs, des contraintes, des redevabilités. Et ça, des fois, on a envie de tel besoin de liberté aujourd'hui que faire couple, ça demande vraiment un vrai travail, un vrai engagement. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, dans ma vision du couple, on dit souvent que le couple, c'est tomber amoureux, et dans tomber amoureux, il y a tomber. Et donc, je crois vraiment que le chemin du couple, c'est d'apprendre à se relever justement et apprendre à marcher ensemble. Parce que la chute, des fois, elle est à la fois vertigineuse, mais souvent, c'est un moment de grand bonheur. Avec toutes les projections qu'on peut faire, il va falloir derrière se relever. J'ai envie de vous dire aussi à travers ça, le mot couple vient du latin copula, qui veut dire, qui sert à attacher. Et effectivement, quand on imagine quelque chose qui nous attache, si on imagine une chaîne, une menotte ou un piège, ça ne fait pas vraiment envie. Et le couple, c'est vrai que des fois, on peut se sentir un peu prisonnier. Moi, je vais vous encourager à travers cette conférence à imaginer le couple comme justement un truc qui nous attache, mais qui est un lien, une union qui est vertueuse, qui est un laboratoire de l'exploration de qui je suis, de qui j'ai envie de devenir et de qui j'ai rencontré, en fait. Et ça, c'est vraiment une source de grande croissance individuelle à travers le collectif. Exactement comme la famille. Et donc, du coup, tu m'as demandé aussi donc, quelle était la place du couple et de la famille dans la société d'aujourd'hui. C'est ça que tu m'as demandé, hein? Ouais. Alors, aujourd'hui, on est dans une phase très égocentrée et il y a un grand besoin d'individualisation. Je pense qu'on le voit suffisamment avec l'émergence des réseaux sociaux. Il y a vraiment moi, ma vie, mon œuvre. On a tous envie d'être les héros de notre propre vie, d'avoir une vie extraordinaire où on est reconnu, admiré, où on met nos talents au service de ce monde, etc. Donc, le développement personnel a vraiment fait émerger tout ça. On a du mal à refuser d'être un humain ordinaire qui vit une vie ordinaire. Non, on veut de l'extraordinaire aujourd'hui. À une époque, le couple, bon, il est toujours un petit peu aussi le pilier de la famille, mais à l'époque, la famille et le couple représentaient souvent les intérêts de la communauté, avec des intérêts économiques, de protection, de survie de l'espèce, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on a dépassé vraiment tout ça et le couple comme la famille ne reflète plus les valeurs qui les transcendaient à l'époque, qui pouvaient être Dieu, la nation, la loi morale, tout ça. Aujourd'hui, on attend du couple qui réponde à des besoins individuels, sexuels et émotionnels. Alors du coup, effectivement, donc on a le fameux mariage qui existe toujours, hein, avec ces époux qui sont liés par un pacte et qui ont donc des droits et des devoirs. Et à travers ces droits et des devoirs, il y a toujours la promesse d'exclusivité sexuelle, cette fameuse monogamie, hein, qui est encore très empreinte dans notre société à nous. Hein. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une norme religieuse. Moi, je le vois aujourd'hui plus comme une norme éthique dans ce que nous racontent les couples, qui est plus cette envie de se donner à l'autre et de cultiver entre soi toute notre satisfaction sexuelle, émotionnelle, etc. Parce qu'on est encore quand même un peu sous l'égrégore judéo-chrétien quand même, hein, qui est quand même cette infidélité qui peut porter atteinte au couple, voilà. Et donc, on a cette envie d'exclusivité. Pour ceux qui sont des années 70, 80, 90, moi, je ressens encore beaucoup l'égrégore qui a été vraiment véhiculé par les médias à travers notamment Walt Disney, les séries, les contes, tout ça. Encore une fois, la monogamie, qui est le conditionnement sur lequel on est un peu prisonnier encore aujourd'hui. Et cette fameuse phrase de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et ça, c'est un diktat aujourd'hui dont on est prisonnière, où on va toujours chercher ce fameux prince charmant qu'on nous a vendu. Prince charmant qui nous rendra heureux et un amour véritable qui va s'incarner dans la durée, toute la vie. Voilà. Et donc, on a envie de figer ce bonheur, souvent à deux, dans la matière. Alors, la princesse, elle le fait avec le château, hein, avec le prince charmant, puis leurs enfants hein, dans les contes. Alors, nous, on va le faire autrement, on va le faire à travers la maison, effectivement, la famille, la voiture, etc. Et dans cette matière, on va essayer de figer ce bonheur à deux pour se dire, mais oui, ça va durer toute la vie. Et quand on fait ça, ce que j'observe chez les couples, c'est cette envie de se sécuriser,
de chercher la sécurité absolue, de oui, on est tellement engagé qu'on ne se séparera jamais, en fait. Donc, effectivement, ça va durer. Et donc, si ça dure, on va être heureux. Bon, je dirais, je le répéterai, l'amour, il n'est pas là pour durer. Le couple, en tout cas, n'est pas là pour durer. Le couple, il est là pour s'aimer. Et ça, c'est une chose qu'on nous voit un peu moins parce que c'est vrai que la durée nous fait dire que le couple, oh, ben ouais, il s'aime vraiment jusqu'au bout. Alors que, bon, l'amour, on peut le placer ailleurs. Donc, à travers ce désir d'exclusivité, il y a aussi, encore une fois, ce narcissisme. Hein, je reviens sur l'individualisation qui est dans la tendance actuellement. Ce besoin d'exclusivité, d'être le seul, l'unique, l'élu, c'est moi encore, c'est moi. Et pour autant, on va se rendre compte que, alors souvent à travers la parentalité, mais même des fois avant, il y a une lassitude au bout d'un moment d'être toujours cette même personne. Parce que quand la passion disparaît et qu'il va falloir passer à la construction, ça va demander un effort. Et aujourd'hui, il y a une difficulté à faire l'effort d'eux. On est dans cette consommation et le couple n'y échappe pas, hein, où on a envie d'avoir que du bonheur. Et dès que c'est difficile, on se dit « Ah, c'est pas le bon. En fait, c'est pas lui le prince charmant. » Donc, il y a l'impératif absolu de bien-être individuel. Et donc, on a énormément de mal, effectivement, à sentir que le couple et l'amour, ça peut être du travail. Ça peut être un effort qu'il va falloir faire à deux. Et donc, la monogamie, pour les gens, représente le pilier de la sécurité. Il se trouve qu'en biologie, en psychologie, on a mis en évidence ce qu'on appelle l'effet Coolidge. Et on s'est rendu compte que dans la nature, à l'état naturel, la plupart des espèces sont polygames. Et donc, nous, qui sommes des espèces naturelles, à notre manière, on devrait, normalement, d'un point de vue naturel, si on prend la nature, être polygame. Mais il se trouve qu'on est aujourd'hui dans une culture qui est monogame. Et donc, on a un conflit aujourd'hui entre notre nature et notre culture à travers tous les égrégores qui nous dominent, qui font que l'infidélité est très, très mal vue. L'infidélité, ou même la polygamie ou la polyandrie, peu importe, l'infidélité, les relations extra-conjugales, c'est largement condamné. En l'occurrence, il se trouve qu'il y a 45 à 55% de divorces chaque année en France. Alors, en moyenne, on dit au bout de 14-15 ans hein, de vie commune. Et la principale raison, c'est l'infidélité. Il y a aussi le manque de complicité, il y a le désaccord au niveau des valeurs, l'argent, le travail, la belle famille aussi, qui est un vaste sujet dans les couples. Mais on a l'impression effectivement qu'il y a une incompatibilité entre ce rêve du prince charmant dont on serait la fameuse princesse absolue et la réalité de ce qui nous trame. Et la consommation de masse, effectivement, nous apprend à être des consommateurs et l'amour et la sexualité n'y échappent pas. On a envie de consommer ça et d'avoir ce plaisir immédiat, exclusif et durable en fait. Et aujourd'hui, on a cette consommation qui émerge aussi où je me rends compte que les jeunes couples consomment beaucoup Internet, notamment Tinder ou des applications comme ça pour se rencontrer. On ne se rencontre plus vraiment dans le présentiel. Il y a aussi le numérique qui est l'émergence aussi qui transforme cette vision du couple. Et on a l'impression qu'on place un peu l'individu aujourd'hui sur le marché comme un produit à placer dans une relation. Bonjour, j'existe, regardez comme je suis beau, comment je réussis, je suis un beau produit à vendre, donc venez vers moi. Donc l'attitude capitaliste, je la vois vraiment très, très fréquente. L'envie de posséder, d'avoir les garanties sur ce bonheur-là. Et on change de relation dès que ça ne nous convient plus. Ça, je le vois énormément. Donc, à la fois, c'est le témoignage d'une émancipation, d'un affranchissement des mœurs, et en même temps, il y a la perte des traditions. Donc là, c'est pour ça qu'on dit que c'est la période de mutation et de transition, hein, mais il y a cette espèce de chaos qui arrive aujourd'hui. Et le couple qui a toujours été une expérience vraiment physique et émotionnelle, aujourd'hui, c'est un objet d'étude. Je trouve que c'est très intellectualisé sur comment il doit fonctionner. Et là, c'est un peu ce qu'on vient chercher aussi. C'est quoi la règle du jeu pour être sûr que ça fonctionne. On va absolument sentir que ça va fonctionner, en fait. Et donc, c'est très intellectualisé, je trouve. Et donc, il y a pour moi un vrai biais aujourd'hui dans le couple qui malmène même les familles que je rencontre, et cette confusion entre la relation du couple et le désir à l'autre. L'amour et le désir, ça obéit pas du tout aux mêmes lois. Et on a l'impression que la passion romantique du début, là, qui nous met tout en émoi, ça devrait être la norme conjugale. En l'occurrence, ça ne l'est pas. Et c'est ça qui est, je trouve aujourd'hui difficile pour les couples à traverser. Voilà ce que je peux dire pour répondre à tes questions. Et pour toi, ces enjeux sociétaux donc, vont nous... Enfin, c'est à cause des dictats, de la religion, de tout notre héritage, qu'on se motive à être en couple. Enfin, c'est ça qui vient
faire que c'est classiquement, même si, comme tu disais, il y a de plus en plus de personnes qui vont casser ces idéaux de traditionnels de je trouve un mari, je me marie et après je fais des enfants. On a de plus en plus de personnes qui ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas être en couple, ou, voilà. Donc, mais c'est ça qui va motiver, c'est un peu notre histoire, notre tradition. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment comme tout le reste, on arrive au monde, on est brut, on est pur, et on va créer une carte du monde qui va se construire à partir des expériences qu'on va faire et de l'environnement dans lequel on arrive. Effectivement, en fonction de la famille à laquelle on arrive, on va construire une image déjà du couple et de la famille. Et du coup, forcément, ça va conditionner derrière l'émergence d'attentes et de représentation de ce que j'ai, de ce qu'est la vie à deux. Alors aujourd'hui, il y a aussi, moi je vois beaucoup de couples qui refusent d'avoir des enfants sous prétexte que, pour des raisons écologiques, on va dire, Ouais. sous prétexte que la Terre est surpeuplée et qu'en plus le monde est en chaos. À quoi bon mettre des enfants dans ce monde-là, en fait? C'est un peu ça. Hein. Bon, alors là-dessus, je n'ai pas d'avis plus que ça. Chacun doit faire ce qui est juste pour lui. Il y a des experts qui disent clairement qu'on ne serait que 5 milliards aujourd'hui. Bien sûr que les problèmes ne seraient pas les mêmes, mais il y aurait quand même des problèmes. Bon, aujourd'hui, les problèmes de surpopulation, effectivement, mettent l'espèce de manière menacée, on va dire ça comme ça, c'est ce qu'on entend, hein, que l'espèce humaine est quand même menacée. Ça appartient à chacun. Chacun doit faire les choix qui sont justes pour lui, mais c'est intéressant quand même d'aller creuser la question de qu'est-ce que c'est qui a motivé le désir d'enfant dans un couple. Et donc déjà, effectivement, comme là on est sur le couple, je vais rester sur le couple. Qu'est-ce qui motive le fait d'être en couple? J'entends souvent des gens qui parlent quand même du besoin, de lien, d'appartenance, de tendresse. Et ça, c'est des besoins complètement naturels et ça peut tout à fait s'entendre. Et puis en même temps, à la fois, il y a cette envie d'être protégé, d'avoir cet engagement fidèle, etc., cette exclusivité, et puis en même temps d'être très très libre. Encore une fois, on est dans cette période d'individualisation, on a envie d'être libre et d'être nous-mêmes, et donc il y a cette dichotomie entre je veux être autonome et en même temps j'ai ce besoin d'attachement. Et donc comment je compose un peu entre les deux et sans imaginer que les deux peuvent être tout à fait compatibles en fait, et qu'il y a vraiment quelque chose à inventer là-dedans. Entre la liberté et l'appartenance, peut-être que c'est dans le fait d'appartenir qu'on peut être libre aussi, mais ça on ne l'a pas du tout mis dans les médias. Walt Disney, c'est pas ce qu'il nous vend. Donc voilà, encore une fois, il faut être vigilant à la manière dont on a construit nos dictats par rapport à la vie de couple. Il y a aussi des gens qui ont qui ont le besoin de remplir leur vie par fuite de la solitude, de l'absence, du vide. On sent que ça peut être un moment où on va être ramené à de l'introspection, et des fois, on peut fuir ça, parce qu'effectivement, des fois, ça peut être inconfortable. Il y a aussi l'envie de bonheur, hein, l'envie, on sait très bien que l'amour, ça nous rend quand même heureux. Donc ça, c'est aussi tout à fait naturel, spontané. De ce côté-là, je rencontre beaucoup de couples qui n'imaginent que le couple ne peut être que le bonheur. Et en l'occurrence, c'est peut-être un biais dans la vision du couple, quel que le bonheur, il est possible quand on accepte aussi le fait qu'il y ait de la douleur et de la tension, en fait. Donc ça, c'est un peu un biais que je vois assez régulièrement. Il y a aussi des femmes qui commencent à avouer que ce qui les a poussées à être en couple, c'est le désir de famille. Et donc, inconsciemment, elles cherchent un géniteur. Alors, géniteur, non pas non plus que pour procréer, hein, il y a vraiment quelqu'un qui serait un bon papa, mais pas un bon amant, un bon papa. Donc, on va chercher un coparent pour faire des enfants ensemble. Et donc là, on est vraiment dans la quête typique de la construction de symboles, hein, le couple, la famille, la maison, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on imagine que ça, c'est la réussite et la promesse d'une existence heureuse. Bon, il y a un processus d'identification qui se fait à ça. Je serai heureux si j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bon. Il y a aussi des gens qui disent que l'amour, ça les fait se sentir vivants, effectivement. Et l'amour, c'est pas vraiment tant un sentiment que le fait d'être lié entre humains, en fait. Mais à questionner là-dessus, est-ce qu'on peut se sentir vivant en étant lié par des liens d'amour à d'autres personnes qui ne sont pas forcément quelqu'un avec qui je fais couple, en fait. Tout simplement. Donc, ces besoins-là, il faut vraiment poser de la conscience dessus pour sentir qu'est-ce que c'est qui nous anime dans tout ça. Je vois aussi des couples qui se forment, comment je pourrais dire ça, peut-être avec des enjeux thérapeutiques. Des femmes qui se disent « Ah, mais les hommes, ils sont méchants, ils sont agressifs, ils sont autoritaires » et qui vont aller chercher des hommes très, très gentils, des hommes qui vont vraiment les respecter. Et donc, c'est pour aller se réconcilier avec des conflits qui sont très, très personnels, qui ont été, encore une fois, construits par rapport aux expériences de vie et le contexte dans lequel on arrive. Il y a des gens aussi qui vont chercher des fois le père ou le mère qu'ils n'ont pas eu ou qu'ils auraient aimé avoir. Et donc ça, des fois, c'est des étapes dans la vie pour aller chercher quelqu'un qui va nous permettre de nous structurer, pour pouvoir des fois nous aider à pousser. Des fois, ça peut être aussi un tuteur, hein, qui est censé être le rôle du parent, mais des fois, c'est le compagnon qui peut faire le partenaire qui peut faire ce rôle-là. Et
en même temps, quand on a trouvé cette personne-là, je me rends compte, encore une fois, dans cette approche consumériste, qu'il y a une facilité à tirer les conclusions de cette personne. Elle n'est pas tout à fait comme j'imaginais. Et puis, en même temps, on va se trouver plein d'excuses de dire non, en fait, ça ne marchera jamais parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas ça. Et on va se trouver plein d'excuses pour aller, en fait, arrêter la relation au plus vite, dès qu'elle ne convient pas, en fait. Au lieu d'imaginer qu'en fait, les conflits sont là pour justement nous aider à traverser et à progresser sur la vie à deux. Et il y a aussi une attitude très, très passive qui est j'attends le bon, j'attends la bonne personne, j'attends que quelqu'un arrive, j'attends en fait. J'attends. Et donc, du coup, dès que quelqu'un arrive, on se dit ah non, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, alors que moi, le prince charmant que j'avais imaginé, il n'était pas tout à fait comme ça. Donc, du coup, pareil, une facilité à mettre fin à la relation. Et dans ça, il me semble qu'il y a un refus de jouer le vrai jeu de la relation, qui est le fait d'aller à sa propre rencontre à travers l'autre, en allant justement chercher la raison de ces conflits, en allant explorer le monde de l'autre. C'est la rencontre entre deux mondes, vraiment, le couple. Et en allant se confronter à la représentation du monde de l'autre, c'est une manière d'aller pouvoir poser la conscience sur mon monde à moi et peut-être m'offrir l'opportunité de le faire évoluer. Et donc, je vais en revenir à ça. Donc, du coup, peu importe les raisons qui vont motiver la création du couple, au bout d'un moment, le couple se forme et on va devenir, donc, du coup, ce fameux couple conjugal. Et les fonctions du couple conjugal ne sont pas les mêmes que le couple parental. Le couple conjugal, il y a plutôt des fonctions d'aide, de soutien, de partage de l'intimité, d'épanouissement sexuel, de respect, tout ça, de partage, de choses qu'on ne peut pas faire seul, mais là, on va pouvoir les faire à deux. Et donc, souvent, si ça se passe bien et qu'au bout d'un moment, on a quand même, on se sent plutôt bien avec l'autre, il y a effectivement ce désir d'enfant qui peut émerger ou pas, mais en général, il émerge en réponse à une norme sociale, en réponse à un besoin naturel et primitif, en raison de l'amour, de vouloir fusionner avec l'autre, peu importe, mais l'enfant arrive. Et là, donc, on va essayer de parler un petit peu effectivement de ce passage du couple conjugal au couple parental qui, généralement, est source de changement, et le changement est toujours inconfortable et souvent amène des tensions. Oui. Oui, puis comme tu disais, on va vite, à ça va pas, donc je change un peu comme on pourrait imaginer avec le switch de Tinder. Et j'ai bien aimé, il y a un reel qui passe sur Instagram en ce moment de Louise Chabat, donc la fille d'Alain Chabat qui est plein de choses, notamment coach, etc. Qui dit, nous, avec mon mari, on avait décidé que la première année, on ne se séparerait pas. Donc évidemment, on exclut les contextes de violence, de pervers narcissiques, évidemment, mais dans un contexte où il y a juste potentiellement des engueulades et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue liée à l'arrivée d'un enfant, bah, je trouve cette idée plutôt pas mal au final de se dire on se laisse un an quand même, parce qu'en fait, c'est quand même dommage. Après, chacun a son histoire, mais c'est quand même dommage de mettre fin à tout ça alors qu'on a quand même décidé il n'y a pas longtemps d'avoir un enfant. Sur cette première année où on sait qu'on va être poussé à bout, on sait qu'on va être épuisé et qu'en fait, il suffit qu'il laisse une chaussette traîner ou qu'elle fasse pas ci ou pas ça et pour que ça prenne des proportions complètement démesurées et qu'on en arrive à une séparation qui, au final, peut-être aurait pu être évitée. Et comme on voit, quand il y a quand même une famille sur 3 qui se sépare dans la première année, ouais. Il y a quand même un enjeu quoi, Ouais. Auquel on ne nous prépare pas et je trouve que il manque des espaces où ceux qui ont fait l'expérience peuvent raconter de manière transparente et ouverte, parce qu'encore une fois, je fréquente des associations de parents ou de futurs parents, et souvent, on a envie d'encourager effectivement quand même les gens à devenir parents, parce qu'on en a fait l'expérience et qu'il y a quand même du bonheur derrière tout ça. Et on va des fois se censurer sur des endroits où dire et pourtant, qu'est-ce que des fois c'est difficile. Alors, effectivement, quand on passe au couple parental, déjà, on ne sait pas quels parents on va être nous-mêmes. Donc, on a des attentes par rapport à l'autre, mais on ne sait pas, nous, comment on va réagir à ça. Et des fois, effectivement, c'est propice à réactiver plein de choses dans nos parcours respectifs. Et puis, il y a cette fameuse baisse de la libido aussi chez la maman, la jeune maman. Et moi, dans les premiers mois, je vois des papas des fois venir me dire mais rendez-moi ma femme, en fait. Quelle est donc cette mère? Rendez-moi ma femme. Parce qu'effectivement, la mère, elle se donne exclusivement à son enfant. Et au niveau de la sexualité, effectivement, il y a des conséquences. On Et en puis, parlera à 15h justement avec Julie Bataillon qui est sexologue et qui a écrit un ouvrage justement sur la sexualité en postpartum. Je pense que c'est un gros sujet dont on parle peu et qui est pourtant une des pierres angulaires pour moi du couple parce que c'est quand même un des piliers pour beaucoup en tout cas. Après, chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas pour beaucoup. Et encore une fois, je vais rebondir là-dessus, mais alors je ne fais pas du tout l'apologie de la polygamie, ne me mettez pas ça en responsabilité, mais
Il existe des sociétés dans le monde où la première année, la mère, elle est soutenue par les femmes de la tribu pour prendre soin de son bébé, et l'homme a le droit d'aller voir n'importe quelle autre femme ailleurs parce qu'il sait que sa femme n'est pas disponible, parce qu'elle est centrée sur son bébé, en fait. Encore une fois, c'est des constructions de modèles, en fait. Donc, nous, chez nous, comme on est dans cette relation monogame, l'homme, il n'a aucune envie d'être infidèle. Et puis, en plus, il est amoureux de sa femme. Donc, sincèrement, il le disent très bien, les hommes. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs. C'est avec elle, en fait, que j'ai envie d'être. Mais, ceci dit, la femme, effectivement, n'est pas forcément disponible. Donc, il y a effectivement, encore une fois, une étape de négociation ou de soutien ou d'acceptation de ce qui est, accepter ce qui est, mais de manière transparente et le raconter, en fait. Et puis, effectivement, il y a l'évolution des fonctions aussi dans le couple conjugal ou le couple parental. Le couple parental, il va être en responsabilité de ses enfants. Donc, les fonctions, ça va être surtout la protection, la sécurité, répondre aux besoins de l'enfant. Et souvent, effectivement, on met le couple conjugal, du coup, vraiment en retrait. Et au-delà du couple conjugal, même l'individu est en retrait. Parce qu'on est tellement centré sur ce bébé qui vient d'arriver, et ça met une sacrée responsabilité d'être responsable du vivant. Hein. On est responsable d'un être vivant, quoi. Et donc, c'est pas rien, c'est assez vertigineux. Hein. Il y a des gens qui disent, la première fois où je l'ai eu dans les bras, le vertige, quoi, de se dire, là, maintenant, on n'a pas le choix, quoi. Il faut vraiment y aller. Et les autres questions qu'on avait évoquées, c'était les enjeux de ce passage d'un couple parental à un couple conjugal, et puis comment on survit à ce passage, justement. Quelles sont je sais pas, les choses auxquelles on doit faire attention, les warnings qui doivent nous alerter, pardon, nous alerter. Ouais. Alors, dans le passage, alors effectivement, donc je reviens là-dessus, il y a vraiment ce passage de fonction, un transfert de fonction. On devient couple conjugal, on est couple parental, on devient pardon, couple parental. Et j'observe qu'on en devient tellement responsable de ce nouveau-né-là qu'on s'oublie soi-même et on oublie ce couple conjugal qui a généré pourtant cet être vivant. Donc, il est précieux, ce couple conjugal. Et en même temps, que ça arrive, parce que spontanément, c'est ce qui émerge dans le couple. Ça pourrait être OK, mais le faire en conscience et mettre de la conscience dessus et se dire, attention, il ne faut pas qu'on perde de vue notre couple conjugal malgré tout. Et il me semble que c'est dans le sommet, là, où il y a quelqu'un qui raconte très justement que le postpartum dure 3 ans. Donc, pendant 3 ans, on sait que le couple conjugal, il est un peu à l'épreuve, en fait, parce que ce petit être humain, il prend beaucoup de place. Et donc, il y a aussi des couples, moi, que j'ai observés, qui accordent très, très peu de place aux petits bébés aussi, hein, parce qu'ils veulent justement préserver le couple conjugal. Et de mon point de vue, c'est aussi un refus de se mettre en responsabilité de ce que c'est les responsabilités parentales, qui est quand même, il faut trouver le juste équilibre là-dessus. Et s'accorder sur cet équilibre. C'est un des points que j'évoque beaucoup, c'est nous, par exemple, si je prends mon exemple, on a fait le choix de se mettre un peu en retrait en tant que couple pendant les 2 premières années de mon fils et pendant les 18 premiers mois de ma fille. Malheureusement, on les a eu assez rapprochés, donc ça fait une longue période. Mais on était OK avec le fait que pendant cette période, il n'y avait pas de week-end. Pendant cette période, il n'y avait pas de soirée parce que c'était compliqué au niveau du coucher, etc. Mais on a trouvé des alternatives en disant, bon, par contre, la journée, ils sont gardés. Soit ils sont chez la nounou, soit ils sont à l'école. Et là, pour le coup, on peut prendre du temps. Donc, on réduit un peu nos vacances tous les 5, tous les 4, tous les 5. Et on a une journée tous les trimestres où on est tous les 2. Donc, on les met à la crèche, à la nounou et à l'école, comme ils vont d'habitude. Et là, on s'accorde du temps à nous. Mais c'est sûr qu'il est... vous comparez une journée par trimestre versus tous les week-ends, tous les soirs. C'est évidemment anecdotique et c'est hyper important pour le coup d'être aligné parce que s'il y en a un qui est malheureux dans ce cadre, ça ne peut pas marcher, quoi. Nous, je trouve que l'accordement des curseurs de où est mon couple est fondamental. Ouais. Oui, et c'est là qu'il y a vraiment, c'est la communication qui va être la clé parce qu'il faut se raconter, ce qu'on vit. Et c'est vrai que quand on devient mère, il y a aussi un peu une injonction de il faut être forte parce qu'il faut montrer qu'on est une mère en plus heureuse, épanouie, où il y a tout ça, mais juste se raconter. Et c'est vrai que si le couple n'a pas cet espace-là qui est précieux pour aller se raconter tout ça, ça peut être vite des épreuves, tout ça, à vivre. Hein. Et effectivement, pourquoi c'est aussi difficile de survivre au couple parental? C'est parce que, à la base, déjà, le couple, c'est la rencontre entre 2 cartes du monde, comme je disais tout à l'heure, c'est 2 représentations qui vont se rencontrer et qui vont devoir en faire émerger une 3e. Là où il y en a qui imaginent que l'autre va devoir adopter sa propre représentation ou alors en le contraignant, etc. Bref, non, il y a vraiment l'émergence d'une 3e représentation. C'est qui va faire la richesse du couple. Toute la richesse de la famille repose là-dessus. Et donc, quand on va se rencontrer,
on va avoir une rencontre entre des valeurs qui sont différentes, des comportements différents, des histoires de vie différentes, des normes, des habitudes différentes, parce qu'on n'a pas grandi dans les mêmes endroits. On n'a pas du tout construit les mêmes choses, parce que des fois, on n'est pas de la même culture, des classes sociales différentes, peu importe, mais même sur de même classe sociale, de même culture, hein, je vois des conflits qui reposent beaucoup là-dessus. Hein. Et ce que j'observe dans le couple parental, c'est que quand on commence à prendre le pli avec le bébé, que ça y est, on est un peu préposé, il fait ses nuits, on a tout notre petit équilibre et tout ça qui est là, il y a une espèce de routine qui émerge là-dedans. Et je vais prendre la théorie d'un psychologue américain qui s'appelle Sternberg et qui associe aux lois du couple et de l'amour trois notions qui sont l'intimité, la passion et l'engagement. Intimité, passion et engagement. Et ben dans cette routine, on perd complètement la passion et l'intimité et il ne reste plus que l'engagement. Lui, il appelle ça l'amour vide. C'est le moment où, en fait, on reste par loyauté, on reste parce qu'on est responsable d'enfants, on reste parce qu'on a trop peur du regard des autres si on se dit que maintenant on veut abandonner. Enfin, donc, il y a toutes ces injonctions qui sont activées, qui font que je ne peux pas mettre fin à mon couple en même temps parce qu'il y a aussi l'enfant et qu'il y avait tout ce rêve qu'on avait projeté. Mais la réalité nous raconte qu'en réalité, c'est peut-être pas forcément l'épanouissement qu'on imaginait. Et quand il reste effectivement que l'engagement, là, c'est un peu l'alarme de dire attention, il faut qu'on soit vigilant, quoi. Parce qu'effectivement, ça veut dire que le couple conjugal est en train de se perdre. Alors, un des éléments clés, c'est la sexualité. C'est vrai que la sexualité, et donc c'est bien que vous en parliez tout à l'heure, et écoutez tout ce qu'il y a à dire, parce que c'est passionnant comme sujet, mais c'est un des vrais points clés dans le couple. Hein. Bien qu'il n'y ait pas, encore une fois, d'injonction à avoir une sexualité incroyable pour être un couple heureux, il y a des couples asexués qui sont très, très heureux et épanouis, mais par contre, mettre de la conscience, encore une fois, là-dessus. Ne pas négliger le sujet. Il faut vraiment en parler, quoi. Mm. Et d'après ton expérience et pour toi, c'est quoi les sources, outre la sexualité, je pense qu'on peut en parler, qui font naître le conflit et comment on peut les éviter? Alors, il y a vraiment les biais de communication, pour moi, c'est le principal. Les biais de communication. Alors, il faudrait, moi qui ai beaucoup travaillé dans les écoles, qu'est-ce que j'aimerais que ce soit une discipline à l'école, tout ça, apprendre à faire ensemble. Donc, bon, j'accompagne des classes et des écoles là-dedans, mais qu'est-ce que c'est que faire collectif? Et encore une fois, on est tellement individualisé aujourd'hui dans le moi-je qu'on a l'impression d'avoir une vérité que l'autre ne connaît pas. Il faut absolument le convaincre de ça. Bon, en l'occurrence, bon, si le conflit émerge, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le couple est vivant. Moi, ce que j'observe dans les biais de communication, c'est souvent la prise de pouvoir à travers l'ego. L'ego, il va essayer de nous chercher à vouloir convaincre l'autre qu'on a raison. On va essayer des fois d'attendre l'approbation de l'autre et de ne pas s'autoriser nous-mêmes à faire les choses. On va avoir des attentes. On va chercher à combler ses propres besoins à travers l'autre au lieu de se mettre en responsabilité et de se dire comment je peux les remplir, ces besoins-là, et de mettre la conscience dessus. Et on donne un pouvoir à l'autre au lieu de se mettre en responsabilité. Et donc, qu'est-ce qui va entretenir le conflit? Effectivement, c'est les problèmes relationnels. On va camper ses positions, on veut absolument avoir raison, et puis des fois, on a peur aussi. Hein, donc ça, voilà, ça, c'est vraiment l'ego qui agit. Et donc, dans les réactions qu'on peut observer, par exemple, dans la communication, il y a ces couples, un des membres choisit, par exemple, le silence. Alors, on a une espèce de mutisme qui peut durer quelques heures à plusieurs jours, ça on le voit. Donc c'est une forme de fuite, hein, une fuite parce qu'il j'ai plus l'espace, donc je me résigne, ou alors je me réfugie dans le travail. Je vais travailler encore plus que je le faisais avant. Il y a des couples où c'est j'ai le dernier mot. Je vais crier plus fort parce que je veux me sentir fort et puissant et je veux être respecté. Voilà. Il y a des discussions sans fin où on fait des dialogues de sourds, on ne se comprend pas du tout, mais on parle, et puis à la fin, on a l'impression d'avoir parlé pendant des heures pour rien parce que finalement on n'a pas été entendu ni compris. Les critiques, les attaques, dans les attaques, je vois beaucoup le tu qui tue, là, c'est le tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne vois pas que pour moi c'est difficile, etc. etc. Le chantage, la menace, alors ça c'est un biais très très puissant. Hein. Parce que dans la menace et le chantage, on vient essayer de menacer le lien. Et ça, perdre le lien, c'est fatal pour un couple. C'est-à-dire que si tu recommences, ce sera fini. Oh, si on fait encore ça, là peut-être que c'est le moment d'arrêter. Alors là, si on menace de perdre le lien, de mettre fin à la relation, je trouve ça très, très dangereux dans un couple. Après, il y a les accusations aussi, hein, c'est ta faute, c'est à cause de toi, etc., etc. Les moqueries, le mépris, les injonctions. Il faut absolument qu'on fasse ci. Ah non, il ne faut surtout pas faire ça. Alors ça, il faut on doit, ça c'est pareil, c'est des choses, encore une fois, mettre la conscience et s'interroger pourquoi, d'où ça vient en fait, d'où ça parle quand on raconte ça. Et puis les contre-attaques, mettre l'autre en responsabilité de ses propres problèmes, ça c'est des trucs qui sont très, très courants. Tout ça, ce sont des biais de la communication. Mais ce qu'il faut entendre quand ça s'exprime, parce que souvent il y en a qui disent « Ah ben ouais, mon compagnon il est exactement comme ça ». Mais en fait, c'est l'expression d'une souffrance en fait.
Donc, il ne voit en rien le fait d'attaquer l'autre en retour, mais plutôt d'aller faire le chemin pour aller comprendre le mécanisme qui s'active là-dedans. Parce que si j'accède à sa carte du monde à lui, je vais comprendre ce qui va s'activer. Je vais comprendre d'où ça parle, en fait. Et si je vais vers d'où ça parle, je peux lui offrir la possibilité de se libérer de ça et de nous libérer de ça, en fait. Donc, vraiment, ce chemin-là, je sais que c'est difficile parce que des fois, on a tellement l'impression que nous-mêmes, on fait déjà plein d'efforts et on se dit que l'autre n'en fait pas. C'est pas ça, mais on n'est pas tous à égalité. Mais si nous-mêmes, on est déjà capable de faire des efforts, tant mieux, en fait. On ne va pas l'accuser de ne pas pouvoir le faire, mais l'aider à le faire aussi, ce chemin-là, pour vraiment libérer. Libérer le couple, se libérer soi. Oui, c'est hyper intéressant c'est l'idée de prendre un peu de recul. Et je pense que c'est pour ça que les décisions, entre guillemets, à chaud, à chaud dans la première année, parce qu'on est tellement fatigué que ce pas de côté, il est presque infaisable. Enfin, quand vous ne dormez pas la nuit, clairement, comment vous voulez réfléchir déjà, c'est déjà difficile de réfléchir à ce que vous allez manger. Alors, réfléchir à tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment prendre le temps, en fait, et puis prendre du temps à deux. Et je me disais, là, en t'écoutant, il vaudrait peut-être mieux, au lieu de se payer un week-end, se payer des cours de communication pour apprendre à parler, en fait. Malheureusement, on n'apprend pas la CNV, on n'apprend pas la détection des biais, on n'apprend pas... Mais faisons-le plus tard, quoi, parce que ça nous servirait tellement. Et surtout Et que si on le fait, nos enfants, par mimétisme, vont adopter ces codes-là, c'est évident. Donc, on peut faire vraiment le chemin soi-même pour le faire pour ses enfants aussi. Hein. oui, et puis de toute façon, la CNV, ça sert pas que de manière perso dans son couple, ça sert avec ses enfants, avec son manager, avec ses collaborateurs, avec sa famille. Ça devrait être inculqué à l'école, on est bien Ouais. d'accord. Et donc, Ça vient petit à petit. Les anciens se mettent en responsabilité. Moi, je vois l'évolution. Hein. ouais, Ça arrive, ouais. Et comment on peut les dépasser, les éviter ou alors se préparer à les gérer parce que, comme on disait, c'est un peu inévitable qu'il y ait des conflits. De toute façon, je pense que c'est aussi on a tendance à dire un petit piment du couple. Voilà, on s'engueule pour mieux se réconforter après, pas dans une juste mesure, mais comment je les dépasse, comment je les évite et comment je les gère. Alors, il y a ce que tu viens de dire, hein, déjà de se mettre en responsabilité, de se former si on est sensible à la formation, effectivement, sur tout ce qui est la communication. Après, des fois, je trouve qu'il y a un biais à travers ça. Il y a des gens qui vont à travers la formation chercher ah ben ça y est, moi je sais. Donc je vais te dire en fait ce qui est juste. On va chercher une espèce de formatage on m'a dit qu'il fallait parler comme ça, que c'est comme ça que ça va marcher, une espèce de solution miracle. Mais en fait, je crois vraiment qu'on a les solutions en nous. Je crois qu'il y a une vraie volonté à faire couple, dans le fait de faire couple, de se dire, ça je vais le dire parce que il y a une thérapie qui est très tendance en ce moment, je vois plein de gens qui font ça, c'est la thérapie Imago. Dans la thérapie Imago qui accompagne les couples, on crée un espace sacré. Et cet espace sacré, effectivement, c'est un espace où on va pouvoir se raconter, se livrer, se dire ce qui se passe pour nous, pour pouvoir faire ce chemin justement. Et même faire vraiment le chemin personnel, de savoir, sentir qu'est-ce qui fait que moi je n'arrive à faire ça, à avoir ce comportement répétitif, à générer ça comme conflit, etc. Donc déjà, il faut avoir la volonté de poser un espace comme ça. Alors, à vous de définir les conditions et tout ça. Mais ce qui est important, c'est quand même que cet espace, il y a quand même la sécurité physique et émotionnelle qui soit garantie. Donc, il faut se mettre en responsabilité de l'un et l'autre, de se dire, au moins, on s'assure ça. Donc, tu peux parler librement, je t'écoute, je vais pouvoir parler en retour, en échange et être écouté. Et bon, on va devoir aussi changer de regard sur le conflit parce que le conflit, on a l'impression effectivement que ce n'est pas ce fameux bon-là, le fameux prince charmant, et que du coup, ça ne peut pas marcher. En réalité, le conflit est là pour nous faire croître, en fait, pour nous faire grandir. Il faut vraiment l'accueillir. Parce que le couple, c'est le moyen vraiment de se rencontrer, de se connaître, d'évoluer. Encore une fois, si on fait le chemin jusqu'à l'autre, moi, je trouve une richesse incroyable. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut multiplier les partenaires pour aller voir la richesse, mais c'est une réalité. Quand on a eu plusieurs partenaires avant d'avoir rencontré celui qui va devenir le partenaire d'une vie, si jamais c'est ce à quoi on aspire, on se rend compte à travers les expériences amoureuses qu'on a eues depuis l'adolescence, la richesse des gens qu'on a rencontrés, c'est d'une diversité incroyable. Et ça nous fait grandir à chaque fois. Donc le conflit, c'est vraiment le rendez-vous parfait là, pour aller mettre en évidence nos propres conflits intérieurs, nos propres blessures, et pour les transformer en force et en source de croissance, quoi. Et après, on va revenir sur l'histoire des besoins. Moi, il me semble que on devrait œuvrer à notre autosuffisance.
il me semble un peu dangereux de sentir que l'autre est une part de moi qui me manque et de sentir qu'il y a le manque de soi quand on est en manque de l'autre, en fait. Il me semble que plus on est souverain, plus on sait qu'on s'aime soi-même, donc cultiver l'amour de soi déjà, pour ne pas aller le chercher à travers l'autre, en fait. Et après, il y a des choses à cultiver dans le couple, cultiver la controverse, donc c'est-à-dire l'échange de points de vue différents, cultiver aussi le rire de soi et rire dans l'autodérision de notre propre couple. Voilà, en accueillant effectivement donc les différences, mais pas comme des confrontations, justement comme une richesse. Les couples résilients que je vois, ceux qui évitent vraiment la thérapie au bout d'un moment, c'est vraiment les couples qui ne menacent à aucun moment le lien, en fait. C'est une histoire de menace de lien, de dire ah non, mais si on en est là, c'est bon, moi je sais même plus si j'ai envie de continuer ni rien. Alors, dès que le lien est menacé, c'est difficile après d'aller réconcilier la chose. Donc, la sécurité, c'est vraiment la base de la confiance. La confiance, forcément, ça va pouvoir permettre de mettre en place une communication qui soit saine. Donc, il faut faire de la prévention, il faut cultiver l'hygiène relationnelle et ça, on peut être accompagné. Moi, dans la famille Crassis, c'est ce que je fais auprès des couples et des familles, mais se faire accompagner pour comprendre parce qu'effectivement, on ne peut pas tout savoir et que des fois, dans nos vies professionnelles et personnelles, on n'a pas le temps de se former, effectivement. Voilà. Donc, il faut trouver des espaces, en fait. Mais déjà, en soi, je pense qu'on a les solutions, sincèrement. Très intéressant. Et pour toi, tu nous parlais d'intelligence collective. Peut-être que tu peux déjà nous dire 2 mots sur ce que c'est, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. Et pour toi, quels sont les enjeux est-ce qu'on peut mettre en place au sein de son couple pour justement être peut-être plus dans l'harmonie, que ce soit dans son espace de couple, comme dans son espace éducatif en tant que parent, pour être d'accord, en fait. Parce que moi, j'ai clairement des mamans qui sont plutôt, je vais accentuer le trait, mais positifs, bienveillance, etc. Et des papas qui vont reproduire plus classiquement les schémas parce que eux se renseignent moins. Et c'est un peu la réalité. Désolée s'il y a des papas, c'est quand même, quand on grossit un peu le trait, c'est plutôt les mamans qui partent la charge de toute façon. Donc c'est souvent elles qui écoutent les podcasts et qui lisent les bouquins d'Isabelle Filosa. Et les papas qui disent non, mais moi, j'ai pris des claques et j'ai été au coin. Et regarde, je suis pas mort. Donc on va faire pareil. Et c'est dur, en fait. Moi, je sais que c'est déjà hargneux dans mon couple sur ce sujet-là. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de nous engueuler et d'avoir des moments compliqués. Alors, si en plus, il venait à avoir une attitude qui, pour moi, est, je sais pas, qui est violente envers les enfants, comment je fais, en fait, pour m'harmoniser et en quoi l'intelligence collective peut m'amener des idées, des clés. Ouais. Alors, l'intelligence collective, en fait, c'est les aptitudes que peuvent avoir un collectif. Donc, un couple déjà est un collectif, puisque s'il y a 2 individus, mais ou une famille, ou tout collectif qu'on peut avoir, c'est les aptitudes qu'on peut avoir à surmonter justement les fameuses crises. Donc, il y a vraiment un facteur de résilience dans l'intelligence collective. Comment on peut traverser les crises. Il y a aussi une idée de performance, c'est comment on peut, de manière efficace, atteindre nos objectifs. Comment on peut aussi répondre à nos besoins. Donc, il y a vraiment une dimension aussi empathique de tout ça. Il y a faire face au changement, donc capacité d'adaptabilité, d'agilité, s'adapter à l'évolution de l'individu, du collectif, tout ça. Et ça montre des collectifs qui sont vraiment, vraiment résilients, qui ont la joie d'être individus au sein d'un collectif qui les porte vers plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, vraiment, la force de l'intelligence collective, c'est de nous amener dans des endroits où seul on ne peut pas aller, on a besoin du collectif, et pourtant, il ne faut pas renoncer à soi-même. Bon, le couple, c'est vraiment la base, c'est ça, ne jamais renoncer à soi-même. Donc, on crée des espaces à travers l'intelligence collective où on va investir du temps et de l'énergie. Dans la vie, ça va pousser là où on peut arroser. Donc, si vous n'arrosez pas votre couple, ça ne peut pas pousser, c'est pas possible. Si on est tout le temps au boulot, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut arroser là où on a envie que ça pousse. Donc, ces espaces-là, il va falloir les nourrir. Et donc, pour les nourrir, on va définir ensemble des règles collectives qui vont nous permettre de pouvoir exprimer une colère, exprimer un besoin, faire une demande, faire une proposition, se raconter, etc. etc. Il y a aussi des phases de feedback où on va s'observer. Donc, vous pouvez observer votre couple ensemble et faire une espèce de débriefing sur où est-ce qu'on est dans notre vie de couple, où est-ce qu'on aspire à aller, construire un peu comme ça une vision aussi, de manière assez objective, s'observer. On cultive aussi dans l'intelligence collective une forme d'honnêteté radicale qui est de ne pas être dans des... Quand je dis ça, j'espère qu'il va comprendre ça derrière. Non. Si j'ai un truc à dire, je le dis clairement. Et en échange, quand l'autre a quelque chose à dire, il faut que je sois en mesure de pouvoir accueillir ce qu'il va dire sans me sentir directement touchée.
L'autre, il va exprimer quelque chose, il faut que je crée l'espace pour qu'il puisse le dire, parce que c'est ça qui est important, et je n'ai pas envie qu'il s'imagine que je dois interpréter ce qu'il dit pour aller à... Non, disons les choses clairement, quoi. Et même si ça doit faire mal. On n'est pas là que pour le bonheur, encore une fois. Il faut savoir construire la résilience dans le couple, c'est aussi accueillir la douleur, accueillir les endroits où on va les avoir mal. On va Oui, aussi... on l'a évoqué dans le sommet, c'est Delphine qui disait 6 mois, la Saint-Valentin, c'est pas très important. Donc, je laisse paraître que je ne veux rien. Si je prends un exemple vraiment bateau, hein. En ce moment, je sais pas pourquoi il se débrouille toujours pour qu'il y ait un match de foot le jour de la Saint-Valentin. Mon mari, je lui dis, bah, moi, c'est pas trop important. Donc, il regarde son match. Au final, il ne fait rien. Moi, je ne fais rien non plus. Mais en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un petit repas, d'avoir quelque chose. Et puis, lui, il me ramène des fleurs. Il croit me faire plaisir. Et en fait, bah, si je me suis exprimée sur mon besoin de, bah, en fait, je veux bien que tu regardes ton match, mais peut-être qu'on peut partager juste avant un temps à deux où on mange ensemble, bah, au final, tout le monde est content parce que lui, il a regardé son match, il a mangé avec vous, il a sûrement passé un bon moment. Vous n'avez pas eu des fleurs, mais vous n'en vouliez pas, en fait. Et le fait de partager son besoin, bah, pour moi, c'est la base de l'absence de conflit, en tout cas de la diminution drastique du nombre de conflits. Ouais. Oui, alors en même temps, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que les fleurs, c'est quand même un témoignage d'amour, quoi. C'est quand même une manière de dire Oui, je mais t'aime. Donc, il faut savoir aussi l'accueillir et oui, oui, témoigner la reconnaissance et la gratitude envers ce geste-là. bien d'accord, mais c'est vrai que si je dis pas ce dont j'ai besoin, là c'était un exemple sûrement peut-être pas hyper adapté, mais si je dis pas ce dont j'ai besoin, bah il peut pas, enfin il est pas dans votre tête quoi, donc Mm. c'est quand même assez compliqué pour lui de deviner, et même si vous aimeriez bien qu'il devine, vous aimeriez bien qu'elle devine, bah Mm. voilà. Et d'où la nécessité de faire le chemin jusqu'à l'autre, parce que quand on fait le chemin jusqu'à l'autre, on comprend, c'est langage à lui du je t'aime, de l'amour. Il faut aller comprendre comment lui, il reçoit mais les manifestations d'amour qui sont les nôtres et lesquelles il attend à recevoir, en fait. Et alors après, c'est encore une fois, c'est un échange dans le couple. Est-ce qu'il faut se répondre forcément aux attentes de l'autre ou que l'autre comprenne nos démarches à nous, nos intentions? En tout cas, effectivement, offrir un bouquet de fleurs, c'est une manière de dire je t'aime. Donc, il faut déjà être en mesure de pouvoir l'accueillir, même si ce n'est pas ce qu'on imaginait, et derrière, après, en discuter. Mais par contre, si dès qu'on a le bouquet de fleurs et qu'on dit ah ben non, alors là, super, mais l'autre, mais vous vous rendez compte, la déception, alors que l'autre, il fait la démarche, enfin, c'est fabuleux. Bon, en tout cas, elle a déjà eu un bouquet de fleurs, c'est pas mal, il y en a qui n'ont rien du tout. À Saint-Valentin, qui s'en plaignent, mais bon. Donc, témoigner sa reconnaissance et pareil, ou même célébrer son couple. La célébration a une grande place dans l'intelligence collective, dans la familicratie, c'est une étape fondamentale d'aller célébrer le chemin qu'on parcourt, célébrer ce qu'on devient. Tout ça, c'est vraiment des étapes fondamentales. Il y a aussi, pour en revenir aux histoires de conflits de couple, je trouve qu'il y a dans ces jeux d'ego, à un moment, mettre son ego de côté, quoi. Se mettre en responsabilité de ce qui se passe et ne pas attendre que ça vienne de l'autre, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Et l'attente génère la déception, c'est comme le bouquet de fleurs. L'attente génère la déception. J'attends quelque chose, mais c'est pas ce que je voulais. Alors je suis déçue. Mais accueillir ce qui se passe et se dire, bah tiens, et moi, à quoi je voudrais que ça ressemble, en fait. Donc, je pense encore une fois, se mettre en responsabilité et se mettre en responsabilité et aussi accompagner l'autre à se mettre en responsabilité de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce que ça génère chez nous, en créant ces espaces-là pour se le raconter, en fait. Faire le chemin, encore une fois. Vraiment, je reviens là-dessus. Et puis après, il y a aussi un truc que j'observe en ce moment, c'est marrant, c'est ces personnes qui vont chercher la solution à leur crise de couple ailleurs, alors souvent dans le développement personnel ou dans le féminin sacré, dans tout ça. Et moi, il est primordial, je pense, que l'autre doit être au courant, en fait, qu'on est en crise. Donc, aller chercher la solution ailleurs, c'est un peu un échappatoire pour revenir en disant, ça y est, j'ai trouvé la solution. Mais la solution, on peut la trouver qu'à deux, en fait, de mon point de vue. Hein. Après, se faire accompagner, soutenir, je veux bien, mais le faire à deux, en fait, c'est encore plus fort de le faire à deux. Et puis le thérapeute, l'accompagnant va vous accompagner, mais en fait, si vous ne marchez pas, il ne va pas vous tirer, en fait. Donc, Mm. il faut faire couple, comme tu disais, pour avancer ensemble si on a envie ensemble qu'il y ait une issue, parce que bah, si on est tout seul à vouloir avancer, ou s'il n'y a que le thérapeute qui veut avancer, il ne le fera pas à votre place, quoi. Enfin, Ouais. être en thérapie, c'est aussi bosser sur soi. C'est pas juste je vais aller voir quelqu'un et ça ira mieux. Non, c'est aussi aller creuser là-bas au fond, là où ça fait mal, ouvrir des portes qui sont bloquées depuis très longtemps. Donc, c'est pas, c'est pas juste aller voir quelqu'un et payer 80 € la séance. Enfin, on est loin de... Ouais.
Loin de ça. Et donc, on a beaucoup parlé du faire couple. Qu'est-ce que ça signifie? Et pendant que tu réponds, si vous avez des questions avant que la session soit terminée, n'hésitez pas, vous avez en dessous là deux petites bulles avec marqué Q&R. Donc, vous posez vos questions, vos commentaires, vos suggestions pour que Charlie et moi on puisse vous répondre. Pendant ce temps-là, Charlie va nous répondre de qu'est-ce que c'est pour nous le faire couple. Je vais juste pour moi, c'est vraiment se dire que on est à deux et moi, je le vois vraiment dans une notion de liberté, d'amour, d'être nous deux et d'avoir ce cocon qu'on a à deux. Et puis cette responsabilité d'être quand même, pour moi, la base de la famille, quand on a décidé que c'était à deux en tout cas. Et puis une responsabilité sur les enfants. J'ai des parents séparés et je ne suis pas morte, mais j'aimerais avoir un autre schéma pour mes enfants. Et, voilà, je trouve qu'il y a une notion, c'est entre liberté et responsabilité. Pour moi, c'est ça, faire couple. Je voulais partager mon sentiment à moi en tant que psy, hein, pas en tant que. C'est bien que tu nous éclaires, toi, sur ce que c'est pour toi, parce qu'on l'a beaucoup dit dans cette conférence. Ouais. Et effectivement, alors moi, c'est vrai que dans la famille Crassi, j'accompagne sur faire famille, mais faire couple, c'est le fondement de la famille, en fait. Donc, du coup, faire couple, c'est comme la famille, c'est qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on se raconte. C'est le comment, le quoi, le pourquoi, à quoi ça doit ressembler et qu'est-ce qu'on se raconte derrière tout ça. Et c'est définir aussi ces règles du jeu. Comment on joue là-dedans? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, des fois, il y a des rencontres entre des règles de jeu différentes qui est, moi, je fais la parentalité positive et puis mon compagnon, pas du tout. Alors, comment on va faire, quoi? Et comment on va mettre en place des règles du jeu qui vont nous convenir, quoi. Donc, tout ça, ça va être de l'intelligence individuelle au service du collectif, qui va être à quel moment je lâche prise, à quel moment, là, pour moi, c'est non négociable, en fait. Ça va être des... Voilà. Et donc, ça, on va apprendre à faire couple ensemble. C'est-à-dire pouvoir être dans l'affirmation de soi, mais non pas causer des préjudices à l'autre, mais vraiment se mettre au service de quelque chose qui est plus grand et qui nous dépasse tous les deux ensemble, qui est se faire famille après. Ouais. Et il me semble qu'effectivement, le couple doit être vraiment cet espace de liberté où je peux m'affranchir de tout, être moi-même et en même temps me mettre au service de l'autre aussi pour l'aider lui aussi à grandir et qu'on grandisse ensemble en fait, vers ceux qui nous aspirent, parce qu'on est à la base quand même deux individus et de sentir à chaque fois ce qui est juste pour nous. Il me semble qu'il y a des gens des fois qui sont un peu prisonniers parce que ils sont encore sous l'injonction un peu de devoir plaire à l'autre, d'être gentil avec l'autre, d'être un bon mari ou une bonne femme en faisant ci, en faisant ça, ce besoin de devoir chaque fois séduire, surprendre, etc. On a plein d'injonctions comme ça. Pour entretenir le couple, on nous donne des espèces de recettes miracles là, qui vont entretenir le couple. Bon, peut-être qu'il y a autre chose aussi à inventer encore aujourd'hui, mais ça, c'est à soi de faire le chemin, de sentir est-ce que c'est juste pour soi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de passer mes journées à essayer de plaire à mon compagnon. Il y a un moment, il y a des fois, si j'ai envie d'être en jogging le dimanche chez moi, en étant absolument pas glamour, je ne vois pas pourquoi ça remettra en question ma capacité à pouvoir être aimée. Et du coup, il y a aussi cette espèce d'amour inconditionnel, des fois, qu'on va chercher dans le couple. Et puis cette injonction de la société, moi je l'ai reçue cette phrase, c'est bon, tu pourrais prendre soin de toi, surtout quand tu viens d'accoucher ou quand on... Personnellement, je bosse beaucoup de la maison, donc c'est vrai que c'est assez facile de glisser mon jogging. Je connais ça. Regarder, même pour aller chercher mes enfants à l'école, et les remarques de ah mais tu te maquilles plus, ton mari va voilà ton mari quoi. Ouais. Et là il m'aime comme ça aussi en fait. Donc il m'aime aussi quand je mets une robe, des collants et que je mets des talons, mais il m'aime aussi en jogging en fait. Il n'a pas forcément besoin que je sois pimpée comme jamais tous les jours. On a une question qui est très intéressante. Comment, tu es bien assise, comment convaincre l'autre de se faire accompagner? Ok. Donc là, il y a une recherche de pouvoir sur l'autre, le convaincre. Donc Ouais. ça, c'est un rapport de pouvoir. Il était entre guillemets, là quand même. Ouais. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer s'il ne ressent pas qu'il y a un problème. S'il a identifié un problème, on peut aller faire le chemin jusqu'à lui pour lui dire, d'après toi, comment toi, tu imagines qu'on peut lever ce problème-là? Le convaincre qu'on a, nous, la propre solution, parce qu'on se dit la solution, c'est effectivement de faire une thérapie ensemble ou peu importe de se faire accompagner. On n'est pas tous à égalité là-dessus parce que déjà, se faire accompagner, ça veut dire reconnaître qu'il y a un problème. Bon, c'est une démarche qui n'est pas forcément évidente, surtout quand on a l'impression que finalement, peut-être que l'autre, elle fait beaucoup d'histoires, alors que finalement, si on se regarde tous les jours, quand même, ça va. Il y a des fois, on dédramatise un peu la situation. Là où il y en a qui sont en surréaction en disant juste, non, mais là, on a vraiment besoin d'être accompagné. Bon,
L'histoire de convaincre, je ne sais pas, encore une fois, aller faire le chemin jusqu'à l'autre pour peut-être lui permettre de faire le chemin jusqu'à soi. Je pense que c'est, à mon avis, quelque chose qui peut fonctionner. Parce que si on arrive avec sa solution et de manière unilatérale, ça ne peut pas fonctionner. Je ne crois pas que l'autre peut être convaincu. Et puis, enfin, je partage tout à fait ce que tu as dit. Pour compléter, ce serait peut-être que, peut-être en avançant donc vers lui et avec lui au début, euh, en trouvant quelqu'un qui est pertinent pour cet accompagnement, bah, peut-être que le chemin va se faire plus facilement. Ouais. Peut-être qu'on a besoin d'aide ensemble et puis qui amènera à peut-être que tu as besoin d'aide après. Mais je pense qu'il faut aussi changer de prisme parce que se convaincre est, comme tu disais, bien révélateur. Si on va voir quelqu'un ensemble pour avancer ensemble, déjà, tout le monde va avancer. Enfin, je veux dire, c'est pas le couple comme de manière individuelle. Et en plus, pour moi, il faut pas que derrière, on dise, OK, on va aller voir quelqu'un pour qu'ensuite, lui, il voit quelqu'un tout seul. Hein. Enfin, si on part, je pense que c'est trop brutal, c'est trop je sais pas si ouais, c'est trop une injonction en fait Mm. pour la personne et qu'en fonction du profil de la personne en face, ça peut être trop déstabilisant ou une fin de non-recevoir. Donc peut-être avancer ensemble, comme tu disais, et faire des pas. Et puis parfois, se dire que si on pense que l'autre doit se faire accompagner soi-même peut nous faire aussi avancer vers l'autre en fait. Mm. Je pense que mon mari a un problème et qu'il devrait avancer sur ce sujet-là, bah, peut-être que moi, je vais me faire accompagner sur tel point, tel point, tel point. Ou que je ne sais pas trop pourquoi me faire accompagner, mais que je ressens et que ça va, moi, me faire avancer vers mon conjoint et après, lui, ça le fera avancer. Enfin, tu vois, comme s'il y avait une genre de dynamique qu'on engageait, Ouais. mais pas forcément faire reposer sur l'autre, en fait. Enfin, Non. Et puis on revient sur le fait de ce que je disais tout à l'heure, de se mettre en responsabilité, c'est-à-dire que on ne peut pas convaincre quelqu'un de vouloir changer si lui-même n'identifie pas le changement. Par contre, on peut nous-mêmes exprimer dans cet fameux espace-là, dire, écoute, moi, je suis en difficulté et moi, je vais aller faire ça. Et faire déjà la démarche tout seul pour montrer à l'autre que moi, j'ai besoin d'aller chercher les solutions. Parce que l'autre, il a le droit de dire, effectivement, mais si c'est juste pour toi, mais en fait, fais-le. Ce qui serait plus embêtant si l'autre nous interdit d'aller faire la démarche. Mais pourquoi il nous l'interdirait? Il n'y a aucune raison. Si à moi, je ressens le besoin de me mettre en responsabilité. Moi, la familicratie, il y a des gens tout seuls qui font la démarche parce que le partenaire est réfractaire ou il ne comprend pas les enjeux, le sens de tout ça. Mais si moi, à un moment, je vais chercher la solution et qu'il voit que moi, je change, moi, je fais partie du système, c'est un écosystème, le couple. Si moi, je change, il y a des chances que la relation, déjà, elle change. Donc, ne pas attendre de l'autre, encore une fois, se mettre en responsabilité de ce qui est juste pour soi. Bah, pour conclure, je veux bien que tu nous parles rapidement de la familicratie. De toute façon, vous recevrez tous un mail avec des infos et avec une offre que tu as préparée Ouais. pour ce qui est très, très sympa. Peut-être que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est ce programme que tu as conçu. Ouais, alors moi, j'ai fait une grande expérience dans l'éducation nationale auprès des classes de tout niveau. Je suis allée explorer des centaines de classes. J'étais passionnée par ce que je faisais et j'ai essayé d'accompagner au maximum les classes et les écoles ou même les équipes pédagogiques à faire équipe. Donc, c'est là que je suis rentrée dans tout ce qui est les mouvements de coopération à l'école. Et puis après, je me suis formée à l'intelligence collective et à la gouvernance partagée. Et la relation est au cœur de ces dispositifs-là qui est comment on fait équipe, comment on fait collectif. Et j'ai été animée par ça parce que j'ai un rêve quand même pour l'humanité, pour la société, je ne sais pas, de faire société. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi faire société? Effectivement, encore une fois, j'ai fait ce chemin de mettre la conscience que ça raconte pour moi, en fait. Et pour moi, il y a ce côté de, effectivement, se sentir libre au sein du collectif. Parce que on ne peut pas vivre sans les autres. Sans les autres, on se meurt. Donc, et pourtant, les autres, c'est l'enfer. On le dit bien, l'enfer, c'est les autres. Et malgré tout, sans eux, on n'est rien, en fait. Donc, comment on peut concilier le fait de faire des autres un paradis, une manière de pouvoir grandir ensemble et de sentir qu'ils me font du bien, même si au fond, ce n'est pas forcément facile. Et donc, développer toutes les aptitudes relationnelles qui permettent de faire collectif et d'aller arriver à faire ensemble quelque chose qui va être bien plus grand que ce qu'on pouvait imaginer et rêver. C'est comme dans le couple, c'est le couple comme n'importe quel collectif, c'est l'opportunité de pouvoir faire ensemble quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Et donc, et ça, à un moment, il faut faire cette expérience-là, c'est fabuleux de faire quand même équipe à un moment donné. Donc la familicratie, c'est une méthode qui va accompagner les parents ou les futurs parents, ou rien que les couples déjà, à se questionner de qu'est-ce que c'est que faire collectif, faire famille, faire couple. Ça veut dire quoi, tout ça? Sachant que tous ces collectifs sont composés d'individus uniques. Donc, on ne va pas poser un modèle
complètement uniformisé pour chaque famille et pour chaque couple. C'est pas vrai, on est tous uniques. Donc, j'accompagne un peu tous ces gens-là pour essayer d'aller faire émerger leur propre modèle, ce qui est juste pour eux. Ce qui demande déjà un travail de poser la conscience sur tout ça, sur les règles du jeu de collectif qui nous animent et qui sont souvent très, très implicites. Alors déjà, quand on les met explicites, les règles du jeu, on se rend compte qu'en fait, entre ce que je me raconte et ce que se raconte l'autre, déjà, il y a un gap. Donc ça, on va rendre tout ça explicite. Il y a cet enjeu d'apprendre aux enfants à faire communauté, parce que la famille, c'est la première des communautés. C'est même Rousseau qui disait que c'est la société la plus ancienne, la famille, et la plus naturelle. Effectivement, donc faire famille, c'est faire communauté pour demain faire société et pour, dans une dimension beaucoup plus grande, faire humanité en fait. Moi, j'aspire à nourrir, je nourris en tout cas plein de rêves pour faire société demain. Et dans ce monde effectivement en mutation aujourd'hui, ben, j'ai envie de faire émerger ça auprès des enfants, leur faire développer les enjeux de la dynamique relationnelle, leur faire développer leurs habiletés sociales. Et donc, c'est vraiment être individu, mais au sein d'un groupe, en faisant partie d'un groupe. Pour moi, c'est ça vraiment faire société. Et il y a autant de façons de faire couple que de faire famille, parce qu'il y a vraiment tellement d'individus. Donc, ça demande de l'audace, ça demande d'oser, d'inventer son propre modèle, de s'affranchir du regard des autres, de se dire, bah, chez nous, c'est comme ça, on cultive ça en fait, et mettre de la conscience là-dessus. Et effectivement, quand j'observe ça, je me rends compte qu'il y a un art de vivre en famille où il y a des étapes qui me semblent fondamentales, qui sont souvent manquantes et qui fait qu'il y a des familles, des fois, qui sont déstabilisées, notamment aussi parce que les enfants grandissent et qu'il y a des périodes qui sont des fois sensibles. Hein. On va parler de l'adolescence, mais il n'y a pas que ça. Hein. Même dans l'enfance, il y a des périodes un peu sensibles qui viennent complètement mettre en déstabilisation le couple conjugal, le couple parental, l'individu, tout ça. Chacun va jouer ses propres blessures et ses propres choses. Donc, comprendre les règles du jeu de ça, les écrire en famille, en fait, et puis, du coup, porter un projet qui peut-être demain nous permettra de faire une société un peu plus résiliente que celle qui est actuelle. Voilà, c'est un peu les enjeux de la familicratie, c'est ça. Donc, pour retrouver toutes les informations, vous pouvez aller bien sûr sur le site web et je sais que tu enverras les liens, donc n'hésitez pas à explorer le site et à revenir vers moi si vous avez des questions. Prenez un entretien téléphonique, je suis à votre disposition pour répondre à tout ce qui vous interroge. Et puis voilà, c'est une vraie aventure à vivre ensemble et c'est vraiment une méthode que je transmets qui est applicable à tout collectif. Donc ceux qui l'ont éprouvé le manifestent. Hein. Les enfants déjà l'ont amené dans leurs écoles parce que dans leurs écoles, ils se rendent compte des biais. C'est bizarre, l'élection des délégués, la prise de décision du maître, etc. Ils vont questionner qui prend les décisions, au nom de quoi, pourquoi. Et puis même soi-même, dans les associations dans lesquelles on gravite, au niveau professionnel, etc., vous allez voir que ça transforme un peu la vision qu'on a de ce que c'est que faire équipe, de ce que c'est que manager une équipe, la posture du leader, de tout ça. Voilà, c'est l'intelligence collective et c'est vraiment le cœur de la familicratie. Super. Vous pouvez déjà retrouver le lien sur le site On n'est pas que des parents. Vous avez le lien sous la photo de Charlie vers son site et vous recevrez très prochainement plus d'infos et surtout une petite offre que tu as fait spécialement pour ceux qui participent au sommet. C'était très intéressant. Comme disait Charles, n'hésitez pas à la contacter sur les réseaux, sur son site si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets qui sont fort passionnants. On aurait pu en parler pendant 5 heures, mais malheureusement, il faut quand même que je mange avant le live de la sexualité à 15 heures parce que je suis un estomac sur pattes. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Charlie, merci beaucoup pour ta confiance. Merci beaucoup pour cet échange. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Lucille, et merci aux auditeurs. Merci à tout le monde. Merci, Vraiment. Charlie. Au À revoir. bientôt. Au revoir.